je la traîne partout. Elle est beaucoup déçue, les gens. Alors, on est là pour revendiquer la non-casse du service public. C'est-à-dire qu'en ce moment, effectivement, vu les restrictions budgétaires, etc., le service public, les hôpitaux, tout part à volo et les soignants n'ont plus les moyens de pouvoir travailler. Et voilà, il y a des gens qui meurent dans les urgences en ce moment. Donc, oui. Il y a des gens qui meurent aux urgences parce qu'ils ont été oubliés sur des brancards. Et on demande effectivement aux soignants, pour se donner bonne conscience et faire en sorte que ça passe inaperçu, on fait les actes de réanimation sur une personne qui est déjà décédée depuis longtemps. Oui, oui. Je ne sais pas si je peux citer l'hôpital, mais l'hôpital c'est Mignot. Les urgences de Mignot, il y a des gens qui sont morts récemment, effectivement, aux urgences, faute de soins, oubliés sur les brancards. Et on a demandé à des soignants de faire des actes de réanimation sur une personne qui était déjà décédée depuis longtemps. C'est pas légal, mais les soignants, effectivement, n'ont plus les moyens de soigner correctement, n'ont plus les moyens de prendre les gens en charge correctement. Donc, effectivement, il y a des accidents. Ça permet de dire qu'on a fait les gestes, mais trop tard, mais on les a faits. Ah ben en une nuit, il y a eu trois décès dans le même service des urgences, en une nuit, oubliés sur un brancard. Alors nous, on ne parle effectivement que de Mignot, puisque c'est là où on sait que ça s'est passé. Mais dans les autres hôpitaux, ça se passe aussi. Donc voilà. Mais bon, là, on parle d'un exemple concret, c'est l'hôpital Mignot à Versailles. Ah non, on n'est pas entendu. Le gouvernement, il continue ses coupes franches aussi bien dans les lits, dans les services qu'on ferme, les maternités, les services d'urgence, les pédiatries psychiatriques. Ils ferment à tour de bras. Ah mais c'est une aberration totale. C'est une aberration totale. On laisse crever ici le peuple français, mais à plein de niveaux. C'est-à-dire quand on voit effectivement le nombre de personnes qui sont dans la rue, le nombre de mamans isolées qui n'ont plus les moyens de faire manger leurs enfants, d'être logées, etc. Mais c'est à tout niveau. C'est à tout niveau que le gouvernement il fait des coupes budgétaires drastiques pour effectivement voilà, le conflit en Ukraine, ils sont quelque part aussi, le gouvernement français, l'Europe, sont aussi effectivement coupables du génocide en Palestine parce qu'ils le cautionnent et tout est comme ça. Tout est comme ça. Et Sonia serait là, elle dirait qu'effectivement, on a aussi une pensée pour les soignants de Palestine qui se prennent des bombes sur la gueule, mais qui continuent malgré tout, sans avoir non plus de moyens. Et tout est comme ça, mais le monde, il y a même plus de mots. Et je crois que toutes ces restrictions budgétaires, en fait, elles ne sont faites que effectivement pour enrichir l'Europe, enrichir les puissants en général, parce qu'eux, ils continuent à bien vivre, pendant qu'effectivement, dans la rue, il y a des gens qui meurent, et puis que effectivement dans les hôpitaux, c'est la gabegie, mais c'est la gabegie aussi à l'éducation nationale, ils n'ont plus de moyens non plus. Donc voilà, et donc ils cherchent en fait à faire une santé à deux vitesses. C'est-à-dire que le privé s'en sort encore à peu près, mais seuls les gens, par exemple, qui ont une bonne mutuelle vont pouvoir aller se soigner dans le privé. Ceux qui n'ont pas une couverture mutuelle, n'auront jamais accès au privé. Voilà, donc ils ne passeront que par l'hôpital public où ils ne seront pas correctement soignés parce qu'il n'y a plus de moyens. Et on veut passer effectivement au système américain. Le système américain, c'est comme ça. Tu prends une assurance, tu as les moyens de te payer une assurance, tu as de bons soins. Si tu n'as pas les moyens de te payer une bonne assurance, tu n'as pas de bons soins. Mettre à la porte M. Macron et ses sbires et mettre des gens citoyens à la place de ces politiciens corrompus. Voilà ce qu'il faudrait faire. Maintenant, ça c'est un vœu pieux. On verra bien aux prochaines élections européennes ce qui se passera. Mais bon, voilà. Je pense que de toute façon, la moitié des gens vont être démotivés pour pouvoir aller voter. Donc ça va encore donner la belle part aux politiciens en place de pouvoir récupérer
des voix sans avoir vraiment la majorité. Mais bon, c'est comme ça. Ah non, nous, on n'a pas eu le salaire rétroactif. Alors, avec l'association collective Blouse Blanche, on était donc à l'Assemblée nationale, c'était en mai dernier, de mémoire, et on a œuvré avec d'autres associations pour effectivement l'abrogation de la loi vaccinale, et on a gagné. C'est parvenu du Sénat, mais ça a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. On a gagné ça, mais ça n'empêche que la rétroactivité des soignants n'a pas été obtenue. Ils ont été payés par le gouvernement. Alors je me souviens plus, sur la base de l'allocation chômage ou quelque chose comme ça. Alors, je me souviens plus. Il faudrait aller demander à Sonia pour ça, mais en fait ils n'ont même pas touché leur salaire. Ils n'ont pas touché leur salaire complet. Voilà. Donc et il faut savoir aussi que là, ils viendraient à démissionner, ils devraient rembourser ce que l'État leur a redonné. Ouais, non mais il est vicieux l'État, vraiment vicieux l'État. Donc non, mais il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que M. Macron et puis tous ses acolytes soient poussés hors de l'Élysée et des hémicycles à coups de pied dans le derrière. Et j'assume ce que je dis. Je vais peut-être finir en tôle. Pas tant pis, je finirai en tôle. Voilà, mais bon, c'est plus possible. Moi, je travaille dans le privé. Donc je suis ergothérapeute dans un foyer d'accueil médicalisé. D'accord ? Donc je dirais que nous, les restrictions budgétaires ne se voient pas encore beaucoup. D'accord ? Mais on rentre aussi dans le tarif à l'acte. C'est-à-dire que je perds plus de temps à remplir ce que je fais avec mes résidents, mes patients, que réellement de travailler avec eux. Mais parce qu'un jour ou l'autre, alors moi je serai peut-être en retraite avant, j'espère, mais l'ergothérapeute sera payé effectivement au nombre d'actes qu'il fera dans sa journée, pour faire des économies. Sans tenir compte du fait que, par exemple, il ne va pas faire d'actes, mais il va être au chevet d'un patient qui ne va pas bien, ça ne va pas être acté, c'est pas acté. On a beau le chercher dans le déroulé des actes, ça n'existe pas. Je fais partie il y a un groupe de musiciens et de chanteurs handicapés qu'on accompagne, nous les personnels soignants et les personnels éducatifs. C'est pas acté. C'est pas acté. Donc en fait, le jour où ce sera vraiment acté, tout sera vraiment acté, et ben ce genre de choses risque de disparaître. Parce que comme ça rentre pas dans les petites cases, et ben on pourra pas effectivement, on pourra pas être payé. Voilà, donc tout est comme ça. Parce que les gens, je pense qu'ils sont rentrés dans un train-train, dans une routine, ils ont récupéré leur travail, ils se rendent pas compte que s'ils se lèvent pas, s'ils se bougent pas, effectivement, le jour où ils vont aller aux urgences, ils risquent d'y rester. Ils se rendent pas compte de tout ça. Ça leur passe, mais largement au-dessus de la tête. Alors qu'il y a un véritable danger pour leur santé, pour la santé de leurs enfants, voilà. Il y a des urgences pédiatriques qui ferment. Donc si on n'a pas un médecin qui est sous la main, mais le gamin, ça s'est passé en plus. Hein, c'était l'année dernière, je crois. Un gamin, il est décédé. Il est décédé parce que justement, il n'avait pas eu le bon traitement. On l'avait renvoyé chez lui. Voilà, donc et tout est comme ça. Là, il faudrait effectivement, Sonia, elle a plus la présidente donc de l'association collective Blouse Blanche, elle a plus tous les cas parce qu'elle les a recensés, elle les a bien dans la tête, donc il faudra lui demander après. Mais bon, il y a des gamins aussi qui meurent aux urgences, oui. Donc bon, et tout est comme ça. Au plus haut de l'épidémie, Macron a supprimé 5765 lits. Et en octobre, quand c'était la deuxième vague, Macron s'est présenté dans ma ville, les Mureaux, pas pour parler, pas un mot pour l'hôpital, pas un mot pour l'éducation nationale, pas un seul mot pour l'aérospatiale Ariane, pas un mot pour Renault, pas un mot pour Peugeot, mais pour parler de séparatisme et d'islamisme. Est-ce que c'était le bon moment? Pas vraiment. Mais tout ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas là par hasard. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est programmé, c'est voulu, c'est volontaire. Je suis triste de le dire parce que j'aime ce pays, j'y tiens. Et aujourd'hui, on a des gens qui quittent ce pays. Alors on va vous dire les musulmans quittent, mais
c'est pas des musulmans, un truc comme ça. Les Français quittent la France pour aller donner leurs compétences ailleurs. Nous, après la réintégration et cette belle victoire qu'on a eue le 4 mai 2023 à l'Assemblée nationale, moi je redonnerais tout pour revoir la tête de Braun, où on a gagné cette abrogation de l'obligation vaccinale. Tu l'as vu? Il était furieux. Il était furieux et quand même, alors, deux choses qui sont très importantes pour que ça revienne dans les mémoires quand même. Comment on peut qualifier un soignant de chauffard? Parce qu'à un moment donné, il dit ce mot-là, et bien bientôt on va nous demander de faire sauter les amendes des chauffards qui grillent les feux rouges. Et à un moment donné, il dit encore, le complotisme l'a emporté sur la science. Mais c'est ces mêmes députés qui ont voté l'obligation vaccinale de ces soignants le 5 août. Mais avec du recul, on peut revenir sur des décisions qu'on pensait être les bonnes, ou alors des lois qu'on pensait. Les lois changent tout le temps et on le voit. Pourquoi cramper et pourquoi mettre à mal? En tout cas, moi, aujourd'hui, devant vous, et je vous remercie d'être là, et je remercie les médias indépendants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médias mainstream, on n'est pas invité à une table ronde auprès des médias mainstream, parce qu'aujourd'hui, ça serait pas mal qu'ils mettent les acteurs de terrain autour d'une table, hein, et qu'on en parle avant de nous sortir des lois ou de nous pondre n'importe quelle chose qui va coûter des millions aux Français. D'accord? Et on ne sait même pas où ça va passer, dans quelle poche ça passe, parce qu'on ne les voit pas. Nous, aujourd'hui, surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, les pôles importants, la case des services publics, elle est volontaire. Aujourd'hui, nos enfants, les écoles sont à mal, les budgets baissent. Aujourd'hui, on veut supprimer des CPE, on supprime les contractuels, on supprime des postes à tout va. Et aujourd'hui, on nous pond alors le SNU, hein, pour bien formater ces petits jeunes. Hein, et puis c'est au mérite. Puis si vous regardez au CNU, les enfants qui y sont, c'est pas ceux de Neuilly, hein. On choisit ces enfants, hein, et c'est toujours sur les mêmes qu'on tape. Hein. Aujourd'hui, les maladies chroniques, est-ce qu'on en parle? Non. Aujourd'hui, on vous parle de l'ALD, l'affection longue durée. On veut revoir l'ALD. Les diabétiques, quand ils sont diabétiques chroniques, ils resteront toujours diabétiques chroniques. Ben non, on va revoir s'ils ont droit à l'ALD dans 3 ans. Alors voilà quel est le système aujourd'hui de santé. Aujourd'hui, il ne faut pas être malade pour aller à l'hôpital. Aujourd'hui, on ne veut pas du système américain. On ne veut pas trier, continuer à trier. On nous a fait trier, on a trié, et ils continuent aujourd'hui de trier. Aujourd'hui, on trie avec le migrant qui a une AME. Aujourd'hui, on trie avec celui qui est vacciné et pas vacciné. Aujourd'hui, on trie avec le vieux, 90 ans, il a fait sa vie. Hein. C'était une priorité de les vacciner, rappelez-vous, on nous disait, protégeons nos anciens. Aujourd'hui, on n'intube plus nos anciens. Bien sûr, mais de toute manière, on a commencé avec la T2A. La T2A, la tarification à l'activité, aujourd'hui. Vous pensez que la dame qu'on m'a fait masser qui était décédée, vous pensez qu'elle est décédée, on déclare le décès, on arrête là, on n'avait rien fait. Mais non, on va acter sur sa mort, on a massé. On passe jusqu'à minuit 1, comme ça fait 2 journées. Voilà, exactement. Et puis surtout, c'est qu'il y a eu de l'adrénaline de fait. Puis il y a eu du personnel. Puis la réanimatrice est descendue. Donc on acte. Et c'est rentable à partir de 3 actes. Voilà aujourd'hui le système de santé. Regardez, les écoles de privé au public, on retire et on réduit les budgets. Mais Stanislas, on a donné, depuis quand l'État, le gouvernement qui est censé donner et fournir au public, fournit le privé? À un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions, il va falloir arrêter d'avoir peur, il va falloir faire tomber ces œillères qu'on nous met, il va falloir enlever Macron de notre tête et regarder droit devant à un moment donné. Stop! En tout cas, votre vie n'a pas de prix, votre vie c'est la vôtre, c'est pas la leur, vous êtes garant de la santé, de la bonne santé de vos enfants et de ceux qui vous sont chers. Et aujourd'hui, nous Français, on appelle vraiment à l'altruisme de l'être humain, de arrêter d'écouter à droite à gauche et que si lui, il a les moyens de s'offrir. Alors il y a 20%, 80% il n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Aujourd'hui on est en train de casser avec la GHT, les groupements hospitaliers, on est en train de casser ces hôpitaux de proximité. Hein? Donc une dame, une petite mamie qui va avoir un mari qui va pas bien, qui va appeler les pompiers, ils vont l'emmener, je dis une bêtise, hein, je prends la GHT par exemple de chez moi, c'est Mantes, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux-Meulan, Poissy-Saint-Germain. Et on a tout, quasi tout mis sur Poissy, les gros services. Ben, aller au Mureaux, cette dame, c'est une petite mamie de 86 ans qui ne conduit pas, qui est très inquiète. Du jour au lendemain, son mari fait un arrêt, on emmène son mari. Alors,
les hôpitaux de proximité alors qu'elle a un hôpital à 2 km. Facilement accessible. Maintenant, on va l'emmener. Et bien, tout ça, c'est pas rien. Parce que ces services qu'on retient, on ne remplace pas. Ces soignants qui travaillaient et ces médecins dans ces services, on ne les remet pas dans l'autre parce qu'ils ont déjà leur personnel. On va t'en prendre 2, 3, point barre. Et aujourd'hui, quand tu es un peu trop regardant ou quand tu revendiques en tout cas que ça, ce n'est pas normal ce qui se passe et qu'on n'est pas dans le serment d'Hippocrate et qu'on est dans le serment d'Hippocrate, parce que clairement, c'est le serment d'Hippocrate qui se fait aujourd'hui dans les milieux hospitaliers, eh ben, tu es la tête à abattre. Moi, j'en ai payé le prix et j'assume. Et je continuerai à ne pas cautionner la criminalité qui se passe dans nos hôpitaux, dans nos écoles et dans cette France qui est la mienne. Et je suis aussi légitime aujourd'hui d'ouvrir ma bouche qu'un autre. On ne sera pas censuré et on ne nous fera pas taire. Oui, moi je me bats pour le care, pour le prendre soin, pour l'amour de l'humain, pour l'écoute, parce que l'écoute, le relationnel est un soin, pour le toucher. Je veux dire, une personne qui te regarde, on ne sera jamais riche en étant soignant. Honnêtement, on ne sera jamais riche. Mais on est riche de l'intérieur. On a quelque chose qu'ils n'auront jamais. Non, mais sinon on aurait choisi autre chose. Hein. Peut-être d'être président de la République. Ou alors d'être Premier ministre comme Attal. Ou peut-être comme Lévy. Moi, quand on me fait masser sur des morts et qu'on acte sur ces morts 3 fois dans la même nuit, je ne peux pas encore aller travailler pour ces financiers, ces administrateurs, pour ces banquiers. Donc aujourd'hui, nous on a l'association Blouse Blanche pour les libertés, les droits et l'égalité pour toutes et tous. Et à côté, je viens de lancer ma petite société auto-entrepreneur, ma petite société qui s'appelle Blouse Blanche aux petits soins. Donc c'est vraiment un jeu de mots qui a tout son sens pour moi et qui est très important. C'est du soin, à la personne à domicile. Voilà, parce que je veux avoir le temps. S'il va bien, il ne va pas bien, je veux prendre son temps à lui puisque c'est dans son intimité que je rentre et du coup c'est à moi de me faire à lui et c'est plus à lui de se faire à l'institution. Et oui, voilà, j'ai décidé de faire cela. Si cela grandit, j'espère pouvoir le planter un peu partout pour que ces soignants, ces professionnels de santé qui sont plus en phase avec ce qui se passe dans l'hôpital viennent nous rejoindre et rejoindre cette belle équipe de belles personnes et de continuer en tout cas à faire ce métier d'amour et de vocation avant tout. Ouais. Mais aujourd'hui, je vais me permettre en tout cas, on veut nous censurer, on a essayé de nous faire disparaître du paysage, mais on est là encore maintenant. Hein. Moi j'ai une pensée à tous mes collègues qui sont encore poursuivis aujourd'hui par rapport à telle ou telle chose durant la Covid et de cette période de l'injection, qu'ils ont tout notre soutien, qu'on ne les lâchera pas, voilà, et on a le camarade qui est avec nous aujourd'hui. Il a tué personne lui, mais par contre ceux qui ont tué, ils sont là, ils continuent encore à tuer, ils continuent à nous sortir des lois iniques, ils continuent et je trouve regrettable que les juges aujourd'hui qui ont une responsabilité quand même de neutralité ne le soient pas. Aujourd'hui, je demande aussi des moyens pour les hôpitaux, des moyens pour nos écoles, des moyens pour tout ce qui est protection de l'enfance, pour l'handicap, pour nos seniors et pour notre jeunesse. Et notre jeunesse aujourd'hui qui, on voit dans le monde entier, se soulève en soutien, un soulèvement pacifique en soutien au génocide qui se passe en Palestine. Alors génocide, et moi je n'ai pas peur des mots parce que le CIG a sorti ce mot de génocide. La Cour internationale de justice, fin février, a dit que ce qui se passait en Palestine par l'État armé israélien est un génocide humain. Donc appelons un chat, un chien, un chien. Et aujourd'hui, je ne peux pas cautionner que la France est complice de ce génocide. Macron est complice de ce génocide. Aujourd'hui, on a plein d'enseignes telles que McDo, Coca, Optique, c'est Optique 2000, je crois, qui est aussi là. Mais bon, passons. Aujourd'hui, stop à ces armements qui s'envoient encore, malgré les procès, malgré les choses qui sont en cours. On ne s'arrêtera pas là, parce qu'en tant que soignant, moi j'ai une pensée à mes collègues qui sont là-bas et qui ne peuvent pas exercer leur métier,
qui ne peuvent pas soulager, qui ne peuvent pas soigner. L'État militaire israélien a bombardé les ambulances, les hôpitaux et tous les bâtiments publics. Regardez, aujourd'hui, on est devant le ministère de la Santé. J'ai demandé à être devant. On m'a éloigné un petit peu. Donc là, on a de la chance. Hein. J'ai bataillé tout à l'heure, vous n'étiez pas là. Mais ils voulaient nous mettre là-bas. Ils ont dit que Place Larocque, c'était là-bas. Alors, manque de chance pour eux. Alors, limite, on s'est fait agresser au début. J'ai dit non, excusez-moi, Pierre Larocque, c'est là. Et honnêtement, il fallait venir au début. Mais du coup, j'ai dit, écoutez, moi, je viens pas faire des revendications à la plante là-bas. Parce que sinon, je mets un peu de potassium et on attend juste le résultat. On va voir comment elle va finir, la plante. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et on s'est battu. Et du coup, les RG qui étaient là, du coup, c'est les mêmes qui étaient devant l'Assemblée nationale lors de notre victoire le 4 mai 2023. Par ma revendication, on a réussi à rester là. Mais vous voyez que rien que parce que c'est un bâtiment public, c'est protection autodéfense, on essaie de nous éloigner au plus possible. Là-bas, on bombarde des bâtiments publics, on tue des civils. Et on ne fait rien. L'État français ne fait rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Sonia, et je parle là en mon nom, pas en tant que présidente d'association, parce que dans l'association, chacun est libre, mais je pense qu'on a les mêmes valeurs. Aujourd'hui, je soutiens toutes les personnes qui appellent à la paix, qui appellent au cessez-le-feu, qui, au lever, en tout cas, au lever des blocus, et vivent la résistance. Et je soutiens Ahnaz Kazib, qui a été entendue pour apologie de terrorisme, une journaliste, pareil, Siam, la CGT quand même, qui est légitime quand même pour appeler à la paix, et encore pire, en pleine élection, on a quand même des partis politiques comme la France Insoumise, et Mathilde Panot et Rima Hassan qui sont convoqués ce matin pour apologie du terrorisme. Alors là, c'est une première. Dès qu'on appelle à la paix, en fait, on est forcément des terroristes. On a appelé à la liberté d'expression, à la liberté de choix et de consentement. On nous a dit qu'on était des parias et des complotistes. Mais alors, aujourd'hui, je retourne la question à ce gouvernement. Qu'êtes-vous réellement vous-même, à part des diaboliques? Vous êtes les criminels et vous êtes complices de génocide qui se passe dans le monde entier. Et je vais vous dire, si aujourd'hui ces gens, ils parlent beaucoup d'immigration, donc parce qu'avec l'AME, ils ont voulu qu'on ne soigne plus les personnes avec une AME, vous voyez, pendant un moment, ils en ont beaucoup parlé de suppression de l'AME, sauf que moi, en tant que soignante, si j'ai une personne migrante, pas de papier, je soignerai et je ne ferai pas d'enregistrement, mais elle sera soignée. Et je me l'étais promis. Mais aujourd'hui, on me demande de trier ces gens-là. Mais dites-vous une chose, s'ils sont là aujourd'hui, c'est que vous étiez là-bas hier. Ben, ma boîte, c'est mon cœur de métier, en fait, tout en étant écoutez, il y a des gens, ils ont besoin d'aller au cinéma tous les week-ends. Moi, j'ai besoin d'apporter de l'amour, pallier un manque auprès de personnes qui sont nécessiteuses et demandeurs et qui en ont besoin et qui sont légitimes. Donc aujourd'hui, je ne vais rien faire que d'autre qu'à travers du coup ma petite société que je lance, faire ce que j'aime le plus en fait. Mon équilibre, c'est ma vie familiale et mon métier. Et ce métier-là d'humain. Et oui, je continue, donc ça, voilà, je commence, mais bon, je cache pas que du coup avec les suspensions, avec la mise à mal quand même financière, parce qu'on y en a pas mal qui sont endettés. Il y en a pas mal qui ont perdu leur logement. Il y en a pas mal qu'on a mis quand même dans la merde, il faut dire les choses. Lors de la période quand même du 15 septembre 2021 jusqu'au 15 mai 2023. On va pas se mentir, il faut dire les choses. On a tenu bon, on n'a rien lâché, mais il y a eu des dommages. Il y a eu des préjudices quand même. Donc aujourd'hui, oui, je me lance à petite échelle. On a lancé une cagnotte pour nous aider parce que le harcèlement, alors, à travers mon association, dites-vous que tout ce qu'on a fait à l'échelle de nos villes, en local, au plus grand, ils nous ont pas oubliés. Hein. Là, on a beau être avec Israël, avec le Congo, avec l'Ukraine et la Russie. Moi, en tout cas, mon maire, c'est la première fois que j'ai demandé une subvention cette année. Et par contre, lui ne m'a pas loupé puisque je le savais très bien. A dit non, c'est une association militante, on ne donne pas un centime. Rappelez-vous le Vaxibus Skyrock, puisque je lui avais fait une sommation interpellative, tu te rappelles Léo?
Donc oui, hein, sommation interpellative, on avait payé l'huissier, on lui avait envoyé, parce qu'on avait Yacine, nous, avec une cécité sévère 10 jours après la vaccination, l'injection Pfizer. Et aussi, il y avait une famille qui avait été relogée dans un logement passerelle, et ce qui était normalement momentané était périn, puisque ces personnes, avec leurs 5 enfants, le couple était dans un logement, une chambre, une petite salle à manger, logés par le maire, puisqu'ils ont eu un incendie dans leur maison. Et ça a duré 2 ans et demi. Sauf qu'ils avaient un DALO prioritaire et que mon maire a dit à cette dame de s'estimer heureuse, puisqu'il y en avait d'autres dans la rue. Sauf que mon maire savait très bien que c'était un logement insalubre, qui cohabitait avec les rats, les cafards, les araignées et l'humidité, les câbles à même le sol. Le garçon de 18 ans révisait son bac dans le bac à douche. Et l'enfant, puisque ça a commencé à l'époque de l'injection donc du masque, le petit de 12 ans était suivi par la psychologue scolaire. La maman était atteinte ou avait la leucémie, donc elle avait des lourds traitements. Donc c'était juste invivable. Ils étaient tous les jours quasi à l'hôpital, ces gens. Ils étaient psychologiquement très atteints et ils demandaient juste à être relogés alors qu'ils étaient prioritaires. Et à un moment donné, je ne sais pas qui lui dit va voir Sonia à l'union locale. À ce moment-là, j'étais à l'union locale. Et puis on a été voir la mairie, on a été faire un peu la vidéo de ce logement. Puis dans les 15 jours, après avoir fait un live avec cette personne, après avoir mis la vidéo de ce logement et son témoignage sur notre scène YouTube Collectif Blouse Blanche, elle a été relogée 15 jours, mais après, est-ce que lui dit, dites à Madame Amdouchi qu'elle retire cette vidéo. Madame de Cormeaux, elle s'appelle Madame de Cormeaux, je le dis parce que elle a dit son nom elle-même, donc il n'y a pas de quoi cacher. Arrêtez cette vidéo. Et donc, 15 jours après, elle a été relogée. Bon, lui ne l'a pas oublié, en tout cas l'attaque qu'on a fait pour les droits, en toute légalité. Et on n'a droit à rien du tout. Donc aujourd'hui, il nous catalogue, bon après je dirais il nous catalogue, non, mais il nous assème d'être une association militante. J'espère bien qu'on est une association militante parce qu'on milite pour quelque chose. En tout cas, toute association doit militer à des valeurs et croire en quelque chose. Nous, en tout cas, c'est la dignité, la vie humaine, les droits et l'égalité pour tous. Et on ira jusqu'au bout. Et donc, on n'a rien du tout, pas un centime. On a fait Hello Asso pour avoir une cagnotte, pour avoir du soutien de la population comme on l'a eu auparavant. Mais c'est très très difficile. J'ai l'impression que les gens, on a retrouvé en fin de compte notre vie normale. Non, moi je continue à travers l'association de militer pour l'abrogation totale au Sénat avec Jean-Victor Castor. Il y aura prochainement sûrement un bilan fait avec les sénateurs, avec des gens qui viendront faire un bilan de la Covid, de la période vaccination, injection et de l'état actuel des hôpitaux pour qu'on ait au moins quelques sénateurs qui seraient courageux de piocher à la niche et faire voter cette abrogation définitivement. Parce que l'abrogation qu'on a gagnée à l'Assemblée nationale, il faut bien préciser que c'est l'abrogation, c'est un décret, que c'est pour la réintégration et qu'ils avaient voté contre la rétroactivité des salaires. Donc mon combat aujourd'hui, c'est que on repasse au Sénat et qu'on demande la rétroactivité des salaires. Et là, on en aura fini avec cette partie de suspension. Mais la suspension, l'histoire de la suspension, elle n'est pas finie. La suspension, encore, c'est une phase. Mais à côté, il y a tellement de choses. Et nous, on combat encore. On combat ça. Les quartiers, la jeunesse, l'accompagnement, la parentalité. L'association Blouse Blanche, elle est là-dedans. Le migrant, le travailleur, nos seniors, l'inclusion de l'handicap. C'est dans l'association Blouse Blanche. Alors les blouses blanches, elles ne font pas que du médical. Elles ne sont pas là que pour la suspension. Moi, j'ai toujours milité. Ma vie a été une lutte et j'ai toujours milité pour le droit de chacun et sur plusieurs domaines. Donc oui, donc voilà, il y a l'associatif qui continue. On lâche rien. Mais il y a aussi le côté aussi aujourd'hui, parce que j'ai une famille qui ont payé quand même cher le militantisme de leur mère. Et qui sont là, qui tiennent et que voilà, ils regrettent rien du tout, ils sont fiers. Et on continue avec cette petite société. Mais vous savez très bien qu'au début c'est très difficile, et qu'on appelle. Si vous voulez nous soutenir, soutenez-nous. Et en tout cas même pour cette société-là, parce qu'il nous reste du matériel à acheter. Je dois acheter des tensiomètres, je dois acheter des thermomètres. Je veux prendre en soin avec des moyens optimaux ces personnes vulnérables chez qui je devrais aller. Et surtout
avec amour du soin. Donc ça, c'est très important. Moi, je tiens à remercier aussi mes collègues parce que du coup, on a des équipes qui sont prêtes à travailler. Donc, plus on aura de pubs sur l'Île-de-France et plus déjà on pourra travailler et faire travailler ces essentiels qui ont pris le risque, en tout cas, de garder leur liberté et leur consentement pour l'amour de l'autre, pour leur vie, déjà avant tout, mais surtout de continuer à être sur le terrain pour les autres. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà ce que je pourrais dire et surtout c'est que regardez, aujourd'hui quand on veut revendiquer, on est censuré. Aujourd'hui il n'y a pas de mainstream. Aucun média mainstream. Et croyez-moi, j'avais des numéros, j'ai envoyé le flyer. Donc c'était plutôt intéressant de venir. Non, mais c'est mieux de parler d'apologie du terrorisme. C'est mieux de... bah tiens, regardez. Lui est sorti du ministère, il est en train de prendre nos trucs en photo. Avec nous, ça serait bien, monsieur? Non? Regardez, il ne se tourne pas. Une photo avec nous! Les soignants, les essentiels, monsieur! Oh, c'est dommage! Vraiment! Dommage! Il sort de là-dedans, il est venu prendre en photo les cercueils. Donc voilà. Et aujourd'hui, la signification aussi de nos cercueils, c'est que regardez, la France, elle a du sang sur les mains. Aujourd'hui, au Conseil d'État, on a des gens qui ont du sang sur les mains. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer, en fait, à garder ses œillères. Parce que ce qui me fait peur, c'est comment on va soigner demain. Ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'on va vous regarder ou regarder plutôt de vous demander de passer à la caisse avant de vous prendre en soin pour une fièvre ou il manque des thermomètres à l'hôpital. Voilà ma grosse crainte. Donc là, tout à l'heure, on a 2 témoignages pour vous montrer que l'hôpital allait mal avant. Je vais juste porter la voix de la famille de Mehdi, un trisomique, un enfant de 16 ans, trisomique. Et vous allez comprendre à travers son témoignage, c'est lui qui va vous parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez avoir aussi Sophia de Cardane, qui est décédée en 2021, qui va s'adresser à vous aussi. Donc c'est voilà, et après on fera le jeté de nos blouses par terre, parce qu'on est en deuil. Et on demande vraiment à ce que ce gouvernement s'interpelle, se remet en question et se met autour de la table avec ses professionnels de terrain sur plusieurs domaines, qu'on remet les moyens dans les services publics. Je demande à ce gouvernement avec qui ces associations font un travail de terrain et font leur boulot, parce qu'aujourd'hui tout ce qui est social, tout ce qui est humanité, il n'y en a plus du tout. C'est plutôt les petites associations à qui on ne donne pas les moyens qui font leur boulot sur le terrain. Je demande à ce gouvernement de se remettre en question, de revoir leur positionnement, d'arrêter de taper sur les mêmes et que quoi qu'il en coûte, et ça c'était Macron qui l'avait dit, on ne lâchera rien et on ne tombera pas. Et il peut mettre n'importe quelle répression. Si aujourd'hui appelé à la paix, si aujourd'hui appelé à l'amour, si aujourd'hui appelé à être ensemble et s'unir, c'est devenu un acte terroriste et c'est appelé à la haine, bah dans ce cas-là, monsieur, ne nous convoquez pas, on ira nous-mêmes se rendre à la police. Messieurs les parlementaires français, je m'appelle Sophia, j'avais 17 ans avant que ma vie ne me soit arrachée brutalement. J'habitais une belle région dans le sud de la France, un petit village nommé Gardanne, où le soleil, le rire et les traditions nous offraient une vie joyeuse. J'étais une jeune fille épanouie, pleine de vie, en bonne santé, avec une famille aimante et beaucoup d'amis comme tant de jeunes de mon âge. J'avais un rêve, devenir puéricultrice. J'aimais tellement les enfants, j'étais tournée vers les autres. Je faisais mes études au lycée agricole de Valabre. J'étais si heureuse d'étudier dans un secteur qui me plaisait et ne pas devoir subir les bancs de l'école par dépit. Ensuite, la crise Covid est arrivée. En septembre 2021, on m'a annoncé que si je voulais envisager de faire mes stages, je devais aller me faire vacciner. Les profs étaient clairs. Sans ça, c'était la fin pour moi, car je ne pourrais jamais valider mon cursus. Ce vaccin, on en entendait parler partout.
C'était devenu le sujet omniprésent. Chez le buraliste, quand j'allais acheter mes chewing-gums, j'entendais « Et toi, tu t'es fait vacciner ?» À l'école, pareil, sur les panneaux d'autoroute, les slogans « Tous vaccinés, tous protégés ». À la télé, ça tournait en boucle sur toutes les chaînes, l'horreur. Je languissais tellement que ça cesse. Mais je ne voulais pas mourir. Ce n'était pas comme ça que je voulais que ça s'arrête. Je voulais juste, comme plein de mes amis, retrouver une vie normale. Pouvoir aller boire un verre, manger en terrasse, faire du sport, aller au ciné ou danser, vivre quoi. Même la culture nous était interdite. On ne pouvait plus aller nulle part sans ce bout de papier devenu le Saint Graal. Quand j'ai su qu'il me faudrait faire ce vaccin pour poursuivre mes études, je me suis dit « Tu n'as pas le choix, vas-y et tu pourras enfin passer à autre chose. » Mon père n'était pas d'accord. Mais moi, je ne voulais pas renoncer à ma vocation, à mon avenir. C'était ma vie, j'avais 17 ans. Je pouvais choisir seule, sans le consentement de mes parents. Maman m'y a finalement accompagnée. Elle avait compris que je ne lâcherais pas. J'étais si déterminée. Après tout, ce vaccin était juste comme une formalité, comme une autre, d'après tous ces gens. Les profs disaient d'y aller, tout le monde disait d'y aller, les médecins aussi. De toute façon, en vrai, je n'avais pas le choix. 10 jours après, c'était la fin. La fin de ma courte vie, moi, Sophia, 17 ans. Décédée le 21 septembre 2021, de mort inconnue, le cauchemar a commencé pour mes parents, ma famille, mes amis aussi. Plus rien ne serait plus jamais comme avant pour eux, ni pour moi d'ailleurs, car maintenant, il n'y a plus d'après. J'ai disparu du jour au lendemain et je ne sais toujours pas pourquoi. À cette heure, personne n'a daigné répondre au pourquoi. Pourtant, c'était bien à vous que l'on a fait confiance. Vous avez voté des lois pour obliger notre secteur à recevoir ce vaccin expérimental, y compris pour les jeunes. Sur les bancs de l'école, j'ai appris que les parlementaires représentaient la voix des citoyens pour agir dans leur intérêt, que les médecins prêtaient serment, que les autorités sanitaires étaient dignes qu'on les croie. Pourtant, je suis morte en faisant confiance à tous ces gens censés être dignes. Combien de voix maintenant vous crient leur détresse? Combien se taisent? Personne ne pense devoir me représenter. Pourquoi? Sans doute parce que je suis morte et qu'il est plus facile de se taire. Allez-vous passer à autre chose comme si cela n'existait pas, comme si je n'avais jamais existé? Je suis une enfant parmi tant d'autres, l'enfant du peuple, de la nation française. Êtes-vous digne de porter les valeurs qu'elle représente telles que décrites dans les livres d'histoire? Qu'est devenu ce pays incapable de protéger l'intérêt de ses enfants? À 17 ans, messieurs, mesdames, les parlementaires, on ne meurt pas de mort inexpliquée. À 17 ans, la mort d'un jeune doit être expliquée. Je suis une victime de la folie Covid parmi combien? Vous-même êtes incapable de répondre à cette question. Les autorités elles-mêmes disent que la nécessité de faire remonter les effets secondaires n'a pas été suffisamment communiquée. Si j'avais été au courant des possibles conséquences de ce vaccin expérimental, j'aurais peut-être attendu. Jamais je n'ai entendu autre chose que son apologie à la télé partout. Je ne m'y résoudrai pas. Mais surtout, ma famille ne s'y résoudra pas. Ils sont morts avec moi. Ils errent désormais avec une douleur qui ne partira jamais et font semblant de vivre comme ceux qui portent le poids de cette omerta. Ma famille m'a enseigné des valeurs. Nous n'avions peut-être pas beaucoup d'argent, mais nous avions l'essentiel. On m'a dit petite, il y a une chose que rien ne peut acheter, sais-tu ce que c'est? La réponse est sa conscience. Mesdames, messieurs les députés, les sénateurs, la conscience des hommes ne s'achète pas, elle se nourrit tout comme l'âme. La mienne vivra toujours, je pense. Enfin, que le seul héritage qu'on laisse de notre passage est le fruit des valeurs que l'on a cultivées et transmis dans la vérité. Mesdames, messieurs les parlementaires, quel héritage allez-vous léguer à vos enfants, à vos petits-enfants? Je ne crois pas en la justice car elle dépend des hommes. Je crois en la vérité, peu importe le temps qu'elle met à parcourir le chemin qu'elle emprunte. C'est le nom que porte l'association dans laquelle s'est engagée ma tante Sonia pour faire vivre ma mémoire et pour obtenir des réponses. Vérity France. J'ai foi aussi en l'âme et en la conscience de quelques individus, même s'ils ne devaient être qu'une poignée. À eux seuls, je sais qu'ils pourront rendre ce monde meilleur. La force de la conviction déplace les montagnes. Et vous, en quoi croyez-vous?
Avez-vous fait partie de ceux qui marquent l'histoire et dont on se rappelle pour le bien qu'ils ont fait? Sophia. Elle restera dans nos mémoires. Donc aujourd'hui, on a été quand même, les blouses blanches qui sont là, la voix des sans-voix. Et là, vous avez entendu le témoignage que Sophia fait à ses parlementaires, concernant en tout cas son vécu, et ça a été envoyé par sa tante Sonia, qui est à Aix, et qui aurait aimé être là, mais qui est avec nous par, vraiment par mémoire. Là, je vais vous montrer autre chose. Pourquoi l'hôpital va très mal encore? Parce qu'on dira tout ce qu'on veut, mais en 2016, je vais vous lire le témoignage de Mehdi El Bekri. Je m'appelais Mehdi El Bekri et j'avais seulement 16 ans. J'étais atteinte de trisomie 21. Malgré mon handicap, j'étais heureux de vivre auprès de ma famille. En janvier 2016, j'ai été hospitalisée au CHRU de Nancy-Brabois pour une maladie soignable, une pleurésie purulente qui n'a pas été traitée comme il le faut. Ma dégradation clinique a été continue et est clairement visible sur les radios successives publiées dans la vidéo YouTube intitulée « Mourir à l'hôpital, à qui le tour ?» Malgré cela, le personnel soignant a persisté à me donner un traitement non adapté et contraire au protocole de soins, pourtant établi et reconnu depuis de nombreuses années. Sans indiquer la faute commise à l'origine de ma dégradation clinique et sans mentionner l'injection de kétamine qui m'a été injectée en secteur le 27 janvier 2016, le médecin qui m'avait en charge depuis 14 jours et qui a refusé de me donner le traitement adapté au prétexte que du fait de mon handicap, je n'aurais pas pu rester calme en réanimation et que j'aurais arraché les drains, a fait un signalement abusif et mensonger pour écarter ma famille qui était dans l'incompréhension et qui posait trop de questions. Je suis mort seul en réanimation officiellement 16 jours après mon admission au CHRU de Nancy-Brabois. Il s'avère aujourd'hui au regard du dossier médical et de la littérature médicale que j'ai été débranchée à l'insu de ma famille le lendemain de ce signalement. En effet, le 29 janvier 2016, mon oxygène vital m'a été retiré sans justification et je suis mort quelques heures après comme la petite Inès Bidari Afiri. J'ai donc été débranchée sans que ma famille en soit informée et sans qu'elle puisse exercer les recours qui lui étaient pourtant de droit et comme cela a été fait pour Inès Bidari Afiri. Depuis ce jour, ma famille se bat et est obligée de faire ses propres investigations, afin de faire éclater la vérité cachée et ce afin de me rendre la justice que les autorités nationales refusent de me rendre. La dose de kétamine n'a toujours pas été communiquée à ma famille, et ce alors même que le CHRU de Nancy-Brabois est mis en examen en récidive pour plusieurs surdosages médicamenteux et que plusieurs de ces surdosages ont eu lieu en pédiatrie. Plusieurs familles de victimes de graves fautes médicales dans la même témoignent des nombreux obstacles qu'elles rencontrent dans leur recherche de vérité dans la vidéo intitulée « Mourir à l'hôpital, à qui le tour » sur YouTube. Partagez en masse, s'il vous plaît, pour aider ma famille et les autres familles de victimes et faire en sorte que d'autres n'aient pas à subir le même sort. Aujourd'hui, il me semblerait que seules les personnes soignantes consciencieuses sont sanctionnées et cela est totalement incompréhensible. Nous, familles de victimes, soutenons les personnels soignants bienveillants et consciencieux et exigeons des sanctions pour les médecins fautifs qui, pour eux, sont protégés. Les placements d'enfants en urgence ne doivent pas servir à camoufler des graves négligences médicales et permettre aux médecins de se dédouaner de leurs responsabilités. Justice pour Mehdi El Bekri, justice pour toutes les victimes d'injustice et plus jamais ça. Voilà, c'était le témoignage de la famille de Mehdi. Vous avez entendu, il y en a tellement, mais on ne peut pas tous les énumérer. Mais en tout cas, on a été la voix aujourd'hui de ces usagers qui sont amenés à aller à l'hôpital, de ces dommages collatéraux, de ces victimes, je dirais, de cette voix du peuple, en tout cas. Et dommage, et ça je tiens à le dire, dommage qu'il n'y ait pas plus de monde ici devant le ministère. C'est bien beau de se plaindre derrière. Mais ça ne change rien de se plaindre derrière. Il y a aussi des associations qui se battaient et qui ne se battent plus. Ça aussi, il faut le dire. Aujourd'hui,
on crée vite fait une association, un collectif, juste sur le moment T. C'est comme ceux qui se disent protéger les enfants. Quels sont les enfants qu'on protège? Protéger les enfants, c'est un tout. De la pornographie, du viol, de placements abusifs. C'est ça, protéger les enfants dans son enjeu. Les enfants de quartier, l'éducation, hein, contre les injustices policières, les violences policières. On a été nous-mêmes victimes de violences policières lorsqu'on manifestait tout bêtement juste pour notre liberté d'expression et notre consentement. Donc aujourd'hui, on n'est pas contre, mais aujourd'hui on appelle à être pour et l'unisson. Donc aujourd'hui c'est dommage qu'ici on ne soit pas nombreux devant le ministère. En tout cas, les camarades filmeront qu'il y a 2 cercueils, que la France est complice, que la France a tué et que la France a du sang dans les mains. Et ça je le dis en mon nom seul et j'assume totalement ce que je dis. Je remercie les blouses blanches qui ont pu se libérer aujourd'hui. Je remercie les personnes qui sont venues et parties, en tout cas les quelques personnes. Et je remercie quand même vous avant tout d'être venus et d'avoir porté notre voix et de pouvoir en tout cas relayer l'information. Merci en tout cas et bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir.